Bruno Gröning. Je ne veux qu'aider et guérir. La vie de Bruno Gröning pour enfants, jeunes et adultes. Chapitre 6 de Carrie Bansila. Déjà, depuis Hereford, le grand but de Bruno Gröning était de créer des centres thérapeutiques, des maisons, dans lesquelles il pourrait agir dans un cadre réglementaire et où les personnes en quête d'aide pourraient obtenir la guérison sans être dérangées. Des médecins devraient faire, tout comme à Heidelberg, des tests préalables, ainsi que des examens de contrôle, vérifier les guérisons et documenter les résultats. Bruno Gröning reçut beaucoup d'offres pour la création de tels centres thérapeutiques. Des gens vinrent de partout lui proposer leur aide ou mettre des maisons à sa disposition. Mais malheureusement, pour la plupart, il s'avéra qu'ils n'avaient pensé qu'à faire de bonnes affaires financières. Souvent, c'étaient des restaurants, des hôtels ou des pensions qui espéraient attirer du monde et remplir leurs caisses en invitant cet hôte de renom. C'est à peine si l'un d'eux pensait à Bruno Gröning ou aux pauvres malades. Un collaborateur très spécial approcha Bruno Gröning à cette époque et devint plus tard son manager. C'était l'homme d'affaires Otto Meckelburg, de l'île de Wangerooge, sur la mer du Nord. Il était venu en Bavière avec sa femme pour solliciter l'aide de Bruno Gröning. Sa femme était gravement malade et donc il suivait de près Bruno Gröning, mais arrivait toujours trop tard. Partout où il s'arrêtait, Bruno Gröning était déjà reparti. Mais malgré cela, Madame Meckelburg fut guérie avant même de le rencontrer personnellement. Par reconnaissance, Meckelburg voulut aider Bruno Gröning et lui présenta des plans concrets pour la création de centres thérapeutiques. Bruno Gröning accepta et fin décembre 1949, ils se rendirent tous deux à Wangerooge. Là, comme sur les îles voisines et le continent, Meckelburg organisa pour lui de nombreuses conférences. Bruno Gröning y parla, et d'innombrables guérisons se produisirent à nouveau. Tu es en bonne santé. Antje Janssen n'avait que 5 ans lorsqu'elle rencontra Bruno Gröning sur l'île de Wangerooge. Sa mère l'avait emmenée, car la petite Antje souffrait d'un très grave eczéma, se grattait les bras jusqu'au sang, et avait de la peine à dormir. On avait annoncé une conférence pour le soir, dans la salle de cinéma de ce lieu. Beaucoup de gens étaient venus. Antje Janssen se rappelle. La salle était pleine, même bondée. Il y avait aussi des personnes en chaises roulantes et d'autres qui étaient entrées sur des béquilles. Nous étions assis sur des sièges pliants et attendions, mais Bruno Gröning ne venait pas. Je m'endormis sur les genoux de ma mère. Monsieur Gröning arriva seulement après minuit. Il dit aux paralysés de venir auprès de lui sur l'estrade, ce qu'ils firent aussitôt, bien qu'il y eût des marches à monter pour y arriver. Ils mirent les béquilles de côté et formèrent un cercle autour de lui. Ma mère fut déçue de ne pas être invitée à y aller et y monta avec moi malgré tout. Tous furent indignés. J'avais honte et ce fut humiliant pour moi lorsque ma mère retroussa mes manches devant Bruno Gröning pour lui montrer mes bras. Aucun enfant n'osait me toucher à l'époque, tant c'était grave. Pour l'enfant de 5 ans que j'étais, Bruno Gröning était très grand. Il se baissa vers moi, fit un geste de la main au-dessus de mes bras et me dit « Tu es guéri ». Et à ma mère, il ajouta « Rentrez à la maison et allez trouver votre médecin dans 15 jours pour qu'il confirme la guérison. » Nous partîmes donc et je dormis 1 jour et 1 nuit sans me gratter une seule fois. Aujourd'hui, il ne reste que les cicatrices et je suis resté en bonne santé jusqu'à ce jour. Il y eut encore d'autres guérisons. J'entendis parler d'un garçon qui vivait dans un foyer pour enfants. Il se tenait dehors sur ses béquilles. Bruno Gröning l'appela par la fenêtre. « Monte, viens me voir !»« Mais je ne peux pas avec mes béquilles, répondit le garçon. Et Bruno Gröning de crier. « Alors, jette-les !» Le garçon les jeta, traversa le corridor et la salle,
et monta les escaliers pour le rejoindre. L'affairiste Otto Mecklenburg. Bruno Gröning accorda sa pleine confiance à Otto Mecklenburg et se mit entièrement à sa disposition. Il s'engagea à le soutenir en tout et à faire tout son possible pour que ses plans réussissent. Il promit en outre de collaborer exclusivement avec lui et avec personne d'autre. Dans un contrat, il fut établi que Bruno Gröning ne pouvait rien faire sans le consentement de Mecklenburg. En janvier 1950, ce dernier fonda une association de recherche sur les méthodes de guérison de Bruno Gröning. Il en devint le directeur et perçut un salaire mensuel de 1000 Deutschmark, ce qui était, à l'époque, une somme d'argent considérable. Bruno Gröning ne toucha rien. Il apparut vite que Mecklenburg ne s'intéressait pas à ce que voulait Bruno Gröning, ni au but qu'il poursuivait. Il ne se souciait guère des malades, qui affluaient toujours en masse vers Bruno Gröning. Pour Mecklenburg, le guérisseur miraculeux n'était qu'une source d'argent, et il le désignait ironiquement comme le meilleur cheval de son écurie. Par ce contrat, il avait lié les mains de Bruno Gröning, qui devait faire ce que Mecklenburg attendait de lui. Mecklenburg gagna beaucoup d'argent en ce temps-là, mais il ne créa jamais les centres thérapeutiques promis. Plus tard, lors d'un procès, il déclara « Personnellement, ce centre thérapeutique ne m'intéressait absolument pas. » Lorsqu'en juin 1950, Bruno Gröning parvint enfin à se séparer de l'ancien commandant de camp de concentration Mecklenburg, sa réputation était ruinée par les agissements de son manager. Mais Mecklenburg jura de se venger de lui. « Ce Gröning, je saurai le démolir, je lui briserai les os. » Dévoilait l'escroquerie. Après la période Mecklenburg, Bruno Gröning travailla quelques mois avec le thérapeute munichois Eugen Anderlin. Celui-ci avait obtenu une guérison au Traberhof et proposa à Gröning de tenir ses conférences dans son appartement. Là aussi, de nombreuses guérisons se produisirent. Grete Häusler se souvient. « Moi aussi, j'ai lu beaucoup de bien et des choses merveilleuses au sujet de Bruno Gröning en 1949. Mais malgré cela, je me suis exprimé de façon négative à son sujet. Et bien plus encore, je l'ai jugé, lui et ses actions, et lui ai donné des noms affreux, car je pensais que tout n'était qu'escroquerie. De moi-même, je ne l'aurais jamais approché, car je ne pouvais pas croire en quelque chose de divin. C'est uniquement parce que mon amie aveugle avait besoin d'une accompagnatrice et qu'elle n'en trouvait pas d'autre que j'acceptais de l'aider. C'est ainsi que j'allais avec elle à Munich et voulus du coup assister à cette conférence pour me convaincre. Je voulais pouvoir dire à mon amie que tout cela n'était que de la fumisterie, afin qu'elle dépense son argent ailleurs. En écoutant, très sceptique, le discours d'introduction de M. Anderlin, je trouvais déplaisant qu'il nous invite à prier tout bas. Je ne le pouvais pas, car je ne croyais en rien. Je ne croyais pas non plus que je pourrais guérir un jour. Mais je pouvais, et voulais répondre à son invitation à penser à quelque chose de beau. Et lorsque je pensais au beau lac Wörther, que j'avais vu le jour précédent au lever du soleil, des picotements se manifestèrent dans mes orteils. Ils montèrent jusque dans ma gorge et ma tête. J'eus des douleurs au centre de la tête, des tiraillements le long des bras jusqu'aux extrémités des doigts. Tout de suite, je pensais à des projecteurs que l'on avait dû placer en secret, quelque part dans la salle, mais je n'en aperçus aucun. Je trouvais incompréhensible de pouvoir ressentir pareille chose, sans avoir eu une piqûre ou des médicaments. Alors, M. Anderlin nous expliqua cela très bien, c'est-à-dire que Bruno Gröning était le transformateur du Heilstrom, et Dieu la grande centrale électrique. Bruno Gröning n'était pas encore présent. Comment cela pourrait-il être possible? Et pourtant, que je le veuille ou non, il me fallait croire qu'il existe quelque chose, dont nous n'avons plus connaissance aujourd'hui. Lorsque M. Anderlin dit ensuite qu'il dépendait de chacun en particulier qu'il franchisse aujourd'hui la porte en bonne santé ou pas,
Alors je fus tout oui. Je pensai, ce ne serait pas mal, mais cela n'existe pas. Non, cela était impossible. Comment ma sinusite suppurée chronique, dont je souffrais depuis 15 ans, pouvait-elle tout simplement disparaître? Non. Ou bien les cellules mortes de mon foie? Ou bien comment mon sang pourrait-il à nouveau disposer d'assez de sucre? Ce ne serait pas mal si cela se passait si facilement. Mais je réfléchis. Il doit pourtant y avoir du vrai dans cette histoire, car autrement je n'aurais pas ressenti de telles douleurs dans mon corps, de tels tiraillements. Oui, sortir de là aujourd'hui en bonne santé, ce ne serait pas mal. Mais une telle chose n'existe pas. Le train vous a amené ici. Lorsque M. Groening arriva, mes douleurs devinrent insupportables. Je pouvais à peine rester assise. Après 5 minutes, je sus instinctivement que cet homme, là devant moi, savait et pouvait faire plus que n'importe qui. Après 1 heure environ, il vint vers moi et me demanda « Comment êtes-vous venu à Munich ?» Je répondis « En train ?» Il rétorqua « Non, impossible, je ne peux pas. » Je ne voyais pas le rapport. Et, subitement, je compris que ces paroles étaient les miennes, celles que j'avais dites à la maison, à Kärnten, à ma mère, 15 jours auparavant, lorsque je lui avais lu la lettre de mon ami. Non, impossible, je ne peux pas. Je devais l'accompagner le 28 août à Munich pour voir Groening. J'étais horrifié de constater que Bruno Groening savait tout ce que j'avais dit à ma mère, surtout les invectives à son sujet. Je découvris qu'il ne savait pas uniquement cela, mais aussi tout de moi et de ma vie. J'eus indiciblement honte. Il me regarda d'un air affectueux et bienveillant. « Ce n'est pas en train que vous êtes venu, mais c'est le train qui vous a amené ici. » Et je sus qu'il m'avait tout pardonné. Je compris seulement beaucoup plus tard le jeu de mots. Le train vous a amené ici. Je ne voulais pas venir le voir, mais j'ai eu le droit de venir. Plus tard, Bruno Groening se posta devant nous, très sérieux et concentré, et dit « Donnez-moi vos maladies et vos soucis. Vous ne vous en sortirez pas seul. Je les porterai pour vous. Mais donnez-les-moi, délibérément. Je ne vole pas. » De nouveau, je ressentis quelque chose de particulier. Qui est-il donc pour pouvoir parler ainsi? Mais je savais une chose. De toute ma vie, jamais personne ne m'avait encore fait une telle demande. Et je savais aussi que durant le reste de ma vie, je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un qui me ferait une telle proposition. Ainsi, de toute ma vie, je n'aurais plus cette occasion unique. Et maintenant, je voulais le faire. Mais comment? Je ne savais pas comment lui donner ma sinusite chronique, mon foie abîmé et mon pancréas qui produisait trop peu de sucre. Je ne savais vraiment pas comment je devais faire. Et comme je n'avais pas d'autre possibilité, je le fis comme un enfant. Je pensais, voici, je te donne mes 3 maladies incurables. Voici ma mère incurable. Voici tous mes malheurs et tout ce qui va de travers dans ma vie. Je n'en veux plus. Et à l'instant même, tout disparut. Les douleurs de Regelungen, c'est-à-dire de régulation, persistèrent intensivement et, à la fin de la conférence, Bruno Groening nous invita à nous mettre tous les jours en réception du Heilstrom, de la bonne force, car chaque personne consomme de l'énergie en pensant, en parlant et en travaillant. Il faut refaire le plein de cette énergie par le Einstellen, c'est-à-dire la mise en réception du courant guérisseur, même quand on est en bonne santé, ceci afin de le rester et être toujours plein d'énergie. Cela est d'autant plus nécessaire quand on n'est pas encore en parfaite santé, pour recevoir à nouveau la bonne force qui chasse alors le mal. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais Dieu.
et Bruno Gröning prit congé. Nous restâmes encore un moment sur place, car nous voulions lui demander si nous pourrions revenir encore une fois. Lorsque les gens eurent quitté la salle, et que mon ami et moi fûmes les seuls à rester, je remarquai que je n'avais plus de maux de tête, plus de tiraillements, plus de fourmillements, plus de douleur. Oui, que je n'avais plus rien du tout. Uniquement une sensation merveilleuse de légèreté, comme si j'avais perdu une tonne de lourdeur et de fatigue. Je fus saisi d'une immense sensation de bonheur, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je dis à mon amie, « Dis, Maria, je suis guéri. » Elle répondit indignée, « Tu délires. » Mais je lui rétorquai, « Maria, ce que je ressens maintenant dans mon corps, cela ne peut être que la santé. » À ce moment-là, Bruno Gröning entra dans la pièce. Je courus vers lui serrai la main en disant « Je vous remercie, monsieur Gröning. Je me sens maintenant en parfaite santé. » Il me transperça du regard, se réjouit vraiment et me dit « Oui, non seulement vous le sentez, mais vous l'êtes. Mais ne me remerciez pas, mais remerciez Dieu. C'est lui qui l'a fait. » D'énormes sommes encaissées. Enderlin se révéla également être un affairiste. Il n'avait pas non plus l'intention d'aider, mais voulait gagner beaucoup d'argent sur le dos de Gröning. Le destin de Bruno Gröning, ou celui des malades, ne l'intéressait pas non plus. Enderlin avait promis d'établir un document officiel qui devait prouver que l'action de Bruno Gröning n'avait rien à voir avec l'activité protégée par la loi des Heilpraktiker, et donc qu'il n'entrait pas en conflit avec la législation, et qu'une interdiction de guérir n'était pas légitime. Cela devait ouvrir la voie à Bruno Gröning pour agir librement. Lui-même écrivit un jour à ce sujet. Monsieur Enderlin n'a pas tenu cette promesse. Au lieu de cela, il a encaissé à son profit des sommes énormes, dont je n'ai pas eu un pfennig, de sorte qu'il a pu s'acheter et aménager plus tard une villa à Feldafing. Fin 1950, Bruno Gröning se sépara aussi d'Enderlin. Une nouvelle collaboration, en 1952-1953, échoua pour les mêmes raisons, parce que cette fois encore, Enderlin ne pensait qu'à son propre profit. Escroc toléré. Sans cesse, des hommes venaient voir Bruno Gröning, lui promettant de l'aider à construire son œuvre. Mais beaucoup d'entre eux n'étaient intéressés que par la perspective de gagner le plus d'argent possible grâce à lui. Tel fut le cas également de son ancien hôte, l'ingénieur Hulsmann de Herford. Avec le temps, lui aussi était devenu un affairiste zélé. Bruno Gröning semblait attirer de pareils profiteurs, comme la lumière attire les papillons. Il n'avait de cesse de se presser autour de lui et de nuire à sa réputation et à son image. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs, ou que Bruno s'était séparé d'eux, ils essayaient de le forcer à leur verser de l'argent, ou à lui nuire d'une autre manière. Pourquoi Bruno Gröning laissait-il toujours s'approcher de lui de tels collaborateurs? Pourquoi se faisait-il toujours avoir par eux? Pourquoi ne les tenait-il pas simplement à distance? Dans un discours du 31 août 1950 à Munich, il dit pourquoi. Ce que les hommes n'ont pas manqué de faire jusqu'à présent, c'est de gagner de l'argent sur le compte de ce petit homme avec son savoir et ses compétences. Ils crurent avoir trouvé une mine d'or. En partie, ils ont aussi eu la possibilité de gagner de l'argent, mais Dieu merci, ils n'en ont pas vraiment tiré profit. Ces personnes devaient également exister, afin de mettre en évidence qui est l'homme. Il est sans scrupules et ne se soucie guère d'aider les malades. Il existe des hommes sans scrupules qui peuvent voir des malades sans leur porter secours. Ces gens ne se sont jamais posé de questions. Ils ont tout essayé pour m'approcher. Je sais, on soulève la question par-ci, par-là. Oui, si cet homme sait tant de choses, pourquoi n'a-t-il pas su cela? Peut-être ne sait-il rien. Si je sais quelque chose,
et dans quelle mesure, vous le saurez peu à peu. Mais cela devait être ainsi. Ce matériau manquait à la construction, afin de libérer la voie pour vous tous. Bruno Gröning avait donc besoin de telles personnes pour libérer la voie vers Dieu. Il voulait et devait dévoiler ce genre de vampires sans scrupules, les mettre à nu pour que les hommes puissent reconnaître leurs activités maléfiques. Il devait, une fois pour toutes, démasquer ces canailles insensibles. C'était, dans le passé, toujours avec de belles paroles que ces affairistes trompaient leurs semblables, déguisaient leurs véritables intentions et cachaient leurs intérêts égoïstes. Encore et toujours les belles paroles. Nous voulons seulement aider. Mais dans les faits, ils exploitaient la misère des gens et ne reculaient devant rien pour faire leur propre fortune. À cela, Bruno Gröning a mis fin. Il a laissé ces personnes l'approcher et a dévoilé leurs méfaits. Lorsqu'un jour Grete Häusler, au moment de prendre congé, lui souhaita de ne plus côtoyer à l'avenir de mauvais collaborateurs, il répondit « C'est faux, il doit en être ainsi. Je sais ce qu'un homme porte en lui. Mais si je disais aux hommes « Celui-ci est un menteur, un escroc, un voleur », personne ne me croirait. Que dois-je faire? Je dois attirer ces gens à moi, leur enseigner le bien, les amener à la conversion, puis leur donner l'occasion de mentir, de tromper, de voler. S'ils le font quand même, alors chacun sait qui ils sont. Alors, je les laisse s'approcher tout près de moi, et comme je ne suis pas lâche, je lutte. L'humanité peut être libérée, à l'avenir, de cette sorte d'affairistes, et n'a plus à se laisser duper et éblouir par leurs belles paroles. Leurs mauvaises actions ne peuvent plus couper la relation avec Dieu. Bruno Gröning en a fait l'amère expérience.